Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Voilà, on va se faire plaisir toute la semaine avec de beaux invités, l'actu qui vous touche évidemment, puis tout ça, c'est jusqu'à 20h. Aujourd'hui notamment parce qu'on n'oublie pas notre 19-20, un spécial droit des femmes. Ensemble c'est important, mais je vous en dis pas plus. En tout cas, vous le savez, vous pouvez réagir. Le standard de Sud Radio et Aude vous attendent au 0826 300 300. Puis nos vraies voix du jour, tiens. Allez, c'est parti, on les présente, ils sont là, elles sont là, puisque ce sont des vraies voix. On accueille, normalement il y a une petite musique là, ouais, alors... Les vraies voix Sud Radio. Voilà, j'aime bien. Il aime bien ça, j'aime bien parce que, en plus, c'est moi qui l'ai joué, là, ce morceau. Ouais. Non, c'est pas moi. Alors, Joseph Faites Touvenel. pas du piano plutôt, non? Oui, c'est plus du piano et des percussions. Alors, Joseph Touvenel. Donc, voilà, comme ça, il y a une double citation. Mais il le faut. Directeur de la rédaction de Capital Social, ancien, si brillant et adoré syndicaliste. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, en fait, si cher je suis là ami. à l'ombre, c'est parce que Judith est de retour. Sinon, je serai au soleil. Ils bien vont pas évidemment. arrêter de dire que je suis le soleil aujourd'hui. Vous êtes trop mignons, vous pouvez continuer. On est aussi avec Abel Boilly, qui est président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir. Bien, bonsoir Abel. Et puis Anne-Lorraine Rousseau, vous le savez, la petite recrue de cet été, qui va faire un long chemin avec nous, bien sûr, journaliste pour Valeurs Actuelles. Bonsoir Anne-Lorraine. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et puis, vous n'hésitez pas évidemment à nous appeler, on l'a dit, au 0826 300 300. Madame, enfin, non. Ah tiens, justement, merci pour la transition. Nous avons notre auditeur Pascal qui nous appelle de Périgueux. Bonjour Pascal. Bonjour Judith, bonjour Frédéric. Bonjour, cher Périgourdin, c'est comme ça qu'on dit. Périgourdin, ouais. En Dordogne, s'il Ouais. vous plaît. Alors Pascal, vous avez envie de dire que, alors je lis ce qu'on m'a noté, blanc, français et catho ne veut pas forcément dire facho. Je confirme. Oui. Voilà. Vous avez le soutien de Joseph Touvenel. Mais allez-y, lancez-vous, Pascal. En fait, aujourd'hui, la bien-pensance veut que si on est blanc, catho, hétéro, on soit systématiquement facho. Alors, quand on voit des téléfilms américains avec des drapeaux américains sur toutes les façades de maisons, imaginez une seconde qu'on mette des drapeaux français dans nos jardins, là, ça y est, on se fait dynamiter, quoi. Moi, je suis mal dans mon pays, je suis mal dans ma culture. Et alors, le problème, c'est que la plupart des gens qui disent que je suis facho, c'est des gens qui n'ont aucune culture. Et là, le problème, il est là, quoi. Moi, j'ai connu des gens de gauche il y a très longtemps, mais ils avaient lu Marx, ils avaient lu Engels, ils avaient lu Mao, ils avaient lu tous les bouquins. Là, aujourd'hui, on se fait insulter par des gens qui ont le quotient intellectuel d'une moule, quoi. Alors, C'est méchant pour les moules, pardon. On sent un peu de vécu, Pascal. Peut-être une réaction d'Abel Boilly, parce que Abel, blanc, noir, blanc, vous connaissez un petit peu l'histoire, vous. Déjà, je sais pas pourquoi c'est devenu limite un sujet tabou en France de dire qu'il y a des blancs, qu'il y a des noirs, qu'il y a des arabes, qu'il y a des personnes d'origine Ça asiatique. s'appelle le wokisme. Exactement. Et c'est vrai que dans le manque de nuances dans lequel nous baignons, on a mis dans la case raciste des Français blancs qui pouvaient s'inquiéter. C'est pas parce qu'une personne s'inquiète de voir le pays évoluer, de voir la population évoluer, que c'est forcément quelqu'un de raciste. Et de l'autre côté, c'est pas parce qu'une personne est ouverte vers le monde, vers une France, moins tournée sur elle-même, que c'est forcément une wokiste. Donc il y a des gens qui ont été mis dans la case raciste à tort, et il y a des gens qui ont été mis dans la case wokiste à tort. Maintenant, par rapport, pour revenir aux amoureux de la France. Mais je veux dire, il s'appelle Jean-Claude, c'est ça? Jean-Claude, soyez fiers d'être français. Il s'appelle Pascal, pardon. D'accord, Pascal. Merci Judith. Vous pouvez m'appeler Jean-Claude. Non, excusez-moi, j'étais tellement dans ce que vous disiez que du coup... Pascal, voilà. soyez fiers d'être français, soyez fiers d'aimer le pays. Et comme vous le disiez, pour aller vite vers la fin de mon propos, les États-Unis, qui est un pays hyper communautaire, les gens sont hyper patriotes. Vous voyez le drapeau américain absolument partout. Et on peut parler d'un homme noir, d'un homme blanc sans être traité de moult mots. Donc il n'y a pas de problème avec cela. Soyez fiers de ce que vous êtes et ne baissez les yeux devant personne par rapport à ce sujet. Eh bien voilà, merci Abel Boilly. Merci Pascal. 200% d'augmentation des actes antisémites en France depuis le début de l'année, sans compter les augmentations d'hier évidemment. Abel Boilly, on peut se poser la question très directement, beaucoup de gens le disent, est-ce qu'elle est fille responsable? Est-ce que ces appels à la haine constants de Monsieur Mélenchon et de Madame Rima Hassan par exemple jouent dans ce sens-là?
je dirais pas responsables dans le sens où ils sont pas à l'origine, mais ils ont été comme une sorte d'amplificateur. Ils ont été une sorte de haut-parleur. Pour rajouter un exemple, moi j'habite dans un petit village dans l'Oise et pour la première fois en 15 ans que j'habite là-bas, j'ai vu une croix gammée taguée à côté du supermarket du village. Donc c'est quelque chose qui doit nous alerter et des fois j'aimerais qu'on puisse sortir du discours politique, c'est-à-dire que lorsque un acte ou une parole est antisémite, il faut prendre des voies de justice. Qu'au bout d'un moment, face à l'antisémitisme, comme face à toutes les discriminations, il ne faut vraiment pas il ne faut pas manquer d'intransigeance en fait. Et je trouve que l'on est encore trop, on est beaucoup dans la condamnation et pas assez dans l'acte, puisque plus les années passent et plus les actes augmentent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça fait partie d'un contexte où il y a une guerre qui est livrée par les islamistes contre l'Occident, et pas que contre l'Occident, contre aussi une partie de l'islam. Un dernier chiffre, vous savez que le Hamas, pour éradiquer son concurrent au Liban, en 15 jours, a fait 600 morts. Vous voyez que quand ils s'y mettent, même leurs proches, ils savent les exterminer. Oui, oui. Alors, on peut se poser la question à Belboï, à savoir, est-ce que les lois actuelles sont adaptées à la régulation de ces plateformes? Alors, il y a Telegram, il y en a d'autres. Hein. Oui, c'est clair. Et moi, j'aimerais répondre à travers le prisme de mon activité, c'est-à-dire la prévention sur l'utilisation d'Internet que je fais auprès des jeunes. Et je vais prendre un exemple qui va sembler saugrenu, mais vous allez comprendre le déroulement de ma pensée. Quand on prend Redouane Faïd, le braqueur multirécidiviste, il dit que ce qui l'a inspiré, c'est le film Hit, notamment une célèbre scène de fusillade, ce qui fait qu'il est tombé dans ce chemin fallacieux jusqu'à reprendre le modus operandi en utilisant des masques de politiciens. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui utilisent des boucles Telegram pour l'initiation à la pornographie, le trafic de stupes, la prostitution des mineurs, le nombre de jeunes qui sont fans de vidéos de décapitation, qui regardent ça avant de dormir, c'est une catastrophe, et j'en passe et j'en passe. Qu'est-ce que je dis aux jeunes habituellement? Je dis que Internet, c'est comme une Ferrari en réalité. Vous pouvez rouler à 300 km/h si vous êtes sur un circuit avec toutes les mesures de sécurité officielles. Mais si vous roulez à 300 dans une rue où c'est limité à 50 et que vous renversez une personne, votre plus bel outil de monde devient un objet létal. Et Internet, c'est exactement pareil. Donc, est-ce qu'il faut l'interdire ? Au jour d'aujourd'hui, moi je dirais pas encore. Pourquoi est-ce que je dis ça? En ce qui concerne l'éducation au numérique, ce que vous dites, c'est que les jeunes ont accès à cette messagerie. Moi, pardonnez-moi, oui, je ne l'ai pas. Je serais plutôt tendance à dire. Moi, j'apprends même des termes. J'ai appris ce que c'était que des Red Rooms, des vidéos de torture ou autres. C'est vraiment la catastrophe. D'accord. Donc des jeunes ont accès à un système qui les amène et qui les fait rencontrer avec des pédophiles, par exemple. C'est la curiosité malsaine, en fait. Mais ça devrait être interdit, la pédophilie. On est d'accord. Mais justement, mais qu'est-ce que l'on a loupé en France avec l'arrivée d'Internet? On a loupé le stade de la prévention, de l'éducation au numérique. Internet est arrivé, on a laissé tout le monde se débrouiller avec. Or, pour qu'une société fonctionne bien, il faut qu'il y ait le triptyque prévention, sanction, répression. On a loupé la première étape, et aujourd'hui, il faut revenir à une modération, mais je pense que si ça continue comme ça, la question de l'interdiction pourra se poser. Son avion au bout de la piste. Attention, mon cœur qui bat beaucoup trop fort et beaucoup trop vite. Allez Pascal, on vous entend pas. C'est le moment, Pascal. Bachoum? Bah non. Pas du tout. C'est une femme. Oui, il a une moustache, c'est pas votre génération. Du coup, il y a Belboï qui tape sur la table. Parce que je vois. Bon, mais je donne ma langue au bateau. Alors, Eric. Non? Personne? Avec le prénom, peut-être. Eric, non? Moretti? Morena. Bon, alors il en reste un petit peu là-dessus. C'est son passé caché. C'était Eric Morena. Voilà, Eric Allez, Morena. vous en reste. Les vraies voix Sud Radio. Eh bien, mon cher Clément, vous avez la parole maintenant sur Sud Radio. Vous voulez nous parler de ce cri d'alarme à une semaine de la rentrée scolaire avec votre invité. Et oui, l'alerte de l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, l'UNAPEI, principale association dans le secteur du handicap intellectuel. Des milliers d'enfants en situation de handicap qui se retrouveront sans solution de scolarisation adaptée, en raison notamment du manque d'accompagnants spécialisés. Nous sommes donc avec Sonia Aïnou, vice-présidente de cette association. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sonia, bienvenue. Bonjour madame. Bonjour. Alors des enfants en situation de handicap sans scolarisation adaptée, votre association parle de milliers d'enfants donc qui se retrouveront sans solution adaptée à la rentrée, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Alors l'UNAPEI, c'est l'association de parents de personnes en situation de handicap intellectuel. Plus précisément, nous accompagnons 200 000 personnes, adultes et enfants, sur tout le territoire, y compris les départements d'outre-mer. Effectivement, ils sont non seulement inquiets, mais il y en a beaucoup qui sont en colère parce que c'est une situation qui perdure pour certains. Vous avez certains enfants qui, depuis plusieurs années, attendent d'avoir une scolarisation pour entrer dans les apprentissages. Est-ce qu'il y a des départements plus touchés que d'autres en France ? Alors, il y a des départements, il y a une disparité sur les différents territoires. Il y a des départements qui sont plus touchés que d'autres. Non, en fait, sur tous les territoires, il y a des problèmes. Il y a des endroits où ça fonctionne mieux. Même au sein d'un même département, vous avez des coopérations entre le médico-social, donc c'est notre secteur, et le milieu de l'éducation nationale, où vous avez, même si ça reste très complexe et très compliqué, des acteurs qui arrivent à collaborer, à construire des projets, à scolariser de plus en plus d'élèves en situation de handicap, mais les moyens restent insuffisants pour que tous les élèves, quels qu'ils soient, puissent aller à l'école au même titre que leurs camarades. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'en cette période, bon, là c'est le début des Jeux paralympiques, et il y a bien sûr tout un programme autour de ces moyens de rendre la vie plus facile aux gens pour qui c'est un peu plus difficile. Réaction peut-être Abel Boilly et l'occasion de dire qu'il y a encore tellement de travail à faire. Hein. Bien sûr. Madame, bravo pour ce que vous faites parce que vraiment c'est d'utilité publique, même vitale. J'ai pu lire dans certains médias qu'il y avait un certain nombre de personnels à ESH qui se plaignaient de deux choses. Il y avait le manque de moyens, le manque de personnel, mais aussi d'un côté le fait que les missions ont évolué au fil des ans, c'est-à-dire qu'au début l'accompagnement était plus ciblé vers des enfants porteurs d'un handicap moteur et ça s'est étendu, enfin je dis ça se serait, parce que je répète ce que j'ai lu, étendu à un accompagnement vers des enfants porteurs d'un handicap mental, ce qui serait aussi une source de fatigue importante. Donc ma première question, c'est que pensez-vous de cette réponse ? Et ma deuxième, plus simple, on est juste avant les Paralympiques et on voit que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a pu faire une communication pour parler d'une meilleure inclusion de la situation du handicap dans la vie de tous les jours. N'est-on pas non plus toujours dans une espèce d'ambiance d'hypocrisie ? Voilà ma deuxième question. Alors les deux questions sont liées. Alors effectivement, on est dans une période de Jeux Olympiques et on a vu que le gouvernement, en tout cas la France, a mis tous les moyens nécessaires pour que non seulement les athlètes, mais aussi les spectateurs en situation de handicap ou pas, puissent participer à un événement mondial. Donc quand on a un investissement important comme ça dans une cause pour que chacun puisse bénéficier, chacun puisse participer, ça doit aussi transpirer sur tous les pans de la vie quotidienne, que ce soit la scolarisation, le travail, l'habitat, la santé, etc. Donc effectivement, vous avez des moyens qui ont été déployés pour les Jeux Olympiques. Au niveau de l'école, vous avez des dispositifs et des moyens qui existent. Encore faut-il que ces moyens soient en nombre suffisant et en qualité suffisante. Pour revenir sur les accompagnants des élèves en situation de handicap, effectivement, les missions ont évolué parce qu'aujourd'hui, on a envie, en tout cas, c'est la volonté de tout le monde, de pouvoir accueillir à l'école un enfant quel qu'il soit. On a la volonté aussi d'apporter des apprentissages, des savoirs de base à tout élève, quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, la question c'est, est-ce que l'école est à même de créer les conditions pour que chaque élève, quand il arrive à l'école, on puisse organiser les différents accompagnements. On pourrait faire des choses, on discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Eh bien, on va commencer avec vous. Pardon, je me marrais. Parce qu'il est sympa, le tour de table, la présentation, elle aime bien. Abel Boilly, donc. Oui, Abel Boilly, il est bien placé parce qu'il commence, et s'il fait long, il sait qu'il... Et alors, moi, j'aime bien. Je peux dire votre titre ou pas? Parce que je le trouve sympa. Macron, maître des horloges ou roi de la dynamite? Écoutez, merci. Les deux, mon général. Et Joseph et Anne-Lorraine, vous allez réagir à son tour de table. Allez-y, Abel. Vous avez la parole, vous savez comment faire. Oui, à ce qui paraît. Donc, on a l'habitude de dire que quand on joue avec le feu, on se brûle. Donc, on a un président dynamiteur. Donc, je vais prendre des faits réels pour faire un peu de politique fiction. Donc, il est arrivé avec ses bâtons de dynamite en 2017. Bam! Il a dynamité le milieu politique français. Mais qu'est-ce qu'on a récolté derrière? Un nivellement vers le bas et de la représentation et de la qualité du débat politique.
Ensuite, il prend son deuxième bâton de dynamite, tac, il allume, bam, il dynamite, soi-disant, l'ancienne manière de faire de la politique. Qu'est-ce que l'on récolte? Les gilets jaunes. Il est réélu par on ne sait quel accident et des manifestations importantes sur la réforme des retraites. Il y a les élections européennes, alors qu'il avait dit que ça ne concernerait que l'Europe et pas la vie politique française. Il reprend un autre bâton de dynamite. Bam. Je voulais le faire. Il est bien. Tu veux le refaire? Voilà, allez-y. Voilà, il avait envie. Donc, il dynamite l'Assemblée nationale et là, il se retrouve dans une situation où il utilise les Jeux olympiques puis les Jeux paralympiques pour soi-disant une sorte de trêve. Mais je pense qu'il est en train de se brûler. En dynamitant l'Assemblée nationale, n'a-t-il pas fini de dynamiter sa carrière politique? Voilà. Je peux vous poser une question qui me vient comme ça, moi, Abel. César, quand le peuple était fâché, il lui donnait les jeux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ma question. Très bonne Est-ce que question. c'est pas quand même assez fin politiquement, finalement? Je comparerai pas Emmanuel Macron au personnage illustre que vous avez dit, vu le niveau de notre président. C'est un propos qui n'engage que moi. Je pense qu'il a voulu être fin, je pense qu'il a voulu piéger la classe politique, mais c'est quelque chose qui va se retourner contre lui. Et à titre personnel, je pense qu'on assiste à la fin de sa carrière politique, hormis le fait qu'il ne pourra pas se représenter. C'est peut-être son dernier jour, Anne-Lorraine Rousseau, parce que demain, s'il y a un nouveau Premier ministre, eh bien, c'est fini. C'est la question à 1 million, vraiment. C'est la grande incertitude. Et puis je note que effectivement, là, il y a eu une rafale qui concerne des gens qui sont de droite, peut-être parce que ceux qui détenaient dans leur très très grande majorité le pouvoir médiatique et culturel sont en train de trembler sur leur base parce que ce pouvoir est en train de leur échapper, parce qu'il y a d'autres voix, il y a d'autres journaux, il y a d'autres gens, il y a d'autres votes. Et ils ont la trouille. Et j'ajoute aussi que rapide, parce que Abel ne peut plus parler. Il y a certes les réseaux sociaux, etc., mais il y a aussi les comptes bancaires. Beaucoup d'influenceurs de droite se sont vus fermer leurs comptes bancaires sans aucune raison. Donc voilà, je tiens à signaler que en fait, ça peut être invivable pour eux aussi de Abel Bolli, vivre. Instagram n'est pas de gauche. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez la réponse, mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas être très original. La liberté d'expression, elle doit être pour tous. Et c'est vrai que pendant un certain temps, on avait tendance à dire que les médias ou les journalistes, le bon journaliste, il était de gauche, entre guillemets. Et moi, je pense que c'est intéressant qu'il y ait une pluralité en dehors du fait d'être d'accord ou pas. Moi, personnellement, je prends plus de plaisir à écouter des gens avec qui je ne suis pas d'accord, parce que j'estime que c'est dans le contradictoire que l'on s'enrichit. Ça permet de se remettre en question. Ça permet aussi, d'aller vers l'autre, parce que c'est intéressant de pouvoir échanger. Et moi, j'ai pas suivi, honnêtement, tous ces bannissements, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'inadmissible. D'autant plus qu'on va parler cash. Vous êtes une personne très agréable. Merci. Je n'ai pas face à moi une raciste, une facho ou je ne sais pas quoi. Je ne me sens pas en danger. Donc, passer la boutade, je pense que c'est inadmissible qu'il se passe ce genre de truc. Il est important de pouvoir lancer l'alerte, justement, de façon encore plus importante sur ce sujet sensible. Eh bien, merci pour cette question importante. Emmanuel Macron pourrait nommer le nouveau Premier ministre demain aussi. Pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio, #Premier ministre. Emmanuel Macron doit-il constituer un gouvernement de gauche? Alors, première solution, oui. Deuxième, oui, mais sans LFI. Troisième, en coalition. Quatrième, non. Eh bien, vous répondez non à 74%. Alors, est-ce que je dis le reste? Oui. Ah bah oui. À 17%, en coalition à 6% et sans LFI à 3%. Alors, quand on écoute Madame Le Pen, grosso modo, Abel Bolli, Madame Le Pen, elle refuse tout gouvernement de gauche. Mais un gouvernement de coalition, ça comprend forcément un peu de gauche et un peu de droite, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, quand la communication rime avec manipulation et que le discours politique vide les mots de leur sens. Moi, je pense qu'effectivement, il eût été plus raisonnable, même si je ne crois pas au Père Noël et que je sais que dans la configuration actuelle, c'est irréaliste, d'avoir quelque chose qui ressemblerait à une sorte de gouvernement d'union nationale. Mais malheureusement, on sait que l'orgueil des politiques, tout parti confondu, font qu'ils préfèrent voir leur intérêt plutôt que l'intérêt du pays et l'intérêt du peuple, parce que la réalité, c'est que monsieur et madame tout le monde en a ras la casquette de ce spectacle pitoyable, et même plus s'en fiche complètement. C'est pas ça qui va payer leurs factures, c'est pas ça qui va payer la rentrée pour les enfants, c'est pas ça qui va payer d'autres choses. Donc, faudrait que tout ce cinéma s'arrête, et on a bien compris que ce soit Marine Le Pen, Laurent Wauquiez ou autres, tout le monde se prépare pour 2027, avec peut-être l'hypothèse d'une nouvelle dissolution dans un an, on ne sait pas encore. Donc, j'aimerais que l'on puisse passer rapidement à autre chose, mais je sais que le gouvernement d'union nationale est impossible dans la configuration de l'orgueil politique d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils ont fondé toutes leurs dernières élections sur le fait de ne jamais vouloir travailler l'un avec l'autre. Et donc à partir de là, le nouveau Front Populaire a
a été élu parce qu'ils ont dit jamais le RN. Et le RN a été élu parce qu'ils combattent justement tous les acteurs du nouveau Front Populaire. Et au milieu, il y a les tièdes qui savent pas trop où aller, le camp macroniste qui sait plus trop où il va non plus, qui se dit bon, Macron c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est de gauche, est-ce qu'on est de droite? On sait plus qui on est. Et vous parliez du maire de Saint-Ouen, M. Karim Bouamran, qui est un profil que j'apprécie beaucoup, mais vous avez vu, il a fait une sortie dans le Figaro où il a parlé d'une certaine autorité de l'État. Déjà, il est pointé du doigt par certains de la gauche, comme quoi il serait un pseudo-traître. Ce sont pas les termes utilisés, mais c'est un propos que j'utilise moi-même. Et la problématique, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un problème de personnalité. On en revient à un problème d'orgueil. Ils ne peuvent pas se sentir, ils ne peuvent pas être ensemble dans une même pièce. Et c'est pour ça que je disais dans mon tour de table que Emmanuel Macron, ce dernier coup de dynamite va lui être fatal. Parce qu'on rentre dans une période d'instabilité qui va être terrible. Et ça va être terrible pour qui? C'est terrible pour nous, la population. C'est terrible pour les Jeux paralympiques parce qu'on sait que malheureusement, ça risque d'être moins suivi que les Jeux olympiques. Il y a ces négociations qui vont continuer pendant les 15 jours, 3 semaines qui viennent, même si on est censé avoir un nom de Premier ministre ou de Première ministre demain. On a quand même un statut formidable qui a été inventé par le nouveau Front Populaire. C'est le Premier ministre imaginaire avec Lucie Castet. Ça, on a quand même dans quelque chose de fantastique. Donc il y a une confusion qui fait qu'on en revient toujours l'orgueil de la personnalité politique. Chacun joue perso et n'a pas l'intérêt, le bien commun et l'intérêt supérieur du pays. Visiblement, ils l'ont pas à cœur. Abel Boilly, ça vous fait réagir, ça? Ça me fait réagir d'autant plus que, toujours dans cette hypocrisie, aujourd'hui, on pointe LFI du doigt. Mais LFI était redevenu fréquentable à l'entre-deux tours des législatives pour faire barrage au Front National. Et le lendemain, même pas à 20h01 du second tour, ils sont redevenus infréquentables. Emmanuel Macron, il a joué au poker avec ses nouveaux bâtons de dynamite. Il a dit chiche au peuple. Effectivement, il a dit chiche au peuple. Le peuple lui a dit non. En réalité, indépendamment de ce que l'on pense, pro ou anti, il aurait dû soit faire un gouvernement avec le nouveau Front Populaire, ou avec le Rassemblement National s'il estime qu'une coalition c'est pas égal à un groupe de partis. En réalité, c'est ça qu'il aurait dû faire s'il était allé au bout de sa logique. Il ne le fait pas et là il se retrouve coincé parce que le peuple lui dit non et on voit qu'on est presque face à un déni de démocratie en réalité parce que vous avez les électeurs du Rassemblement National qui se sentent floués mais vous avez aussi de l'autre côté les électeurs du nouveau Front Populaire qui se sentent floués et ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde sur la balance. Donc où est-ce que l'on va? Bien Maline est la personne qui pourra vous le prédire ce soir. Et les électeurs macroniens se sentent abandonnés.